Société avec Nick Payne. Bonjour à tous. Alors, c'est notre dernière de la saison de l'année, en fait, devrais-je dire, pas de notre saison de radio, mais de la saison d'automne, disons ça comme ça, de Société, la dernière avant Noël, qu'on vous souhaite chaleureux et plein de tendresse, d'amour et de proximité électronique, on va dire, proximité du cœur, ou en tout cas, il faut éviter d'être près les uns des autres physiquement pour le moment. C'est pas facile, mais on va en venir à bout. Comme dit le ministre Dubé, nous sommes dans le dernier droit du marathon, là où c'est souvent le plus difficile, mais il y a de la lumière au bout du tunnel. Voyons ça comme ça. Alors, évidemment, dans cette émission de fin d'année, nous allons revenir sur les événements qui, à nos yeux, en tout cas, ont marqué l'année, les phénomènes sociaux, les nouvelles politiques, les gens qui se sont fait remarquer, les bons coups, les mauvais coups. Nous aurons le regard sociologique de Joseph Yvon Thériault, professeur de l'Université d'Ottawa, sociologue, auteur, essayiste, un peu plus tard dans l'émission. Nicolas Vidal, en direct de Paris, nous parlera de l'année française et européenne. Mais tout d'abord, et comme d'habitude, nos deux commentateurs de l'actualité, le duo des Fred, Frédéric Bérard, chroniqueur au journal Métro, avocat, et le reste. Bonjour Frédéric Bérard. Bonjour Nick Payne. Et Frédéric Lapointe, fondateur de la Ligue d'action civique, ex-candidat du Parti québécois dans Maurice Richard. Bonjour Frédéric Lapointe. Bonjour. Et participant au dernier congrès du Bloc Pot, dois-je le rappeler? Je le présidais. Vous le présidiez, c'est pas la moindre des choses. Un instant avant d'aller sur la revue de l'année, puisque nous avons Bérard avec nous, on ne peut pas ne pas parler ce midi de ces deux nouvelles au rythme desquelles le tout Québec médiatique a vécu ces derniers jours, mais même la population québécoise a beaucoup parlé de ces sujets-là. Les deux acquittements dans des causes d'agression à caractère sexuel, là, Gilbert Rozon d'une part et Éric Salvaille de l'autre. Dans les deux cas, nous avons un juge qui dit essentiellement que il ne croit pas nécessairement ce que dit l'accusé, mais il subsiste un doute raisonnable tout de même. Frédéric Bérard, on a l'impression dans ces affaires-là qu'il y a un clivage qui s'installe entre la perception, l'humeur populaire qui dit que pas seulement chez les féministes, là, mais même ou en tout cas les militants, ceux qui luttent là pour un meilleur traitement des victimes d'agressions sexuelles aussi, mais même chez la population plus large, de ce système de justice défaillant qui fait la part belle aux agresseurs. Et puis de l'autre côté, le monde judiciaire, le monde les avocats, les juges, les experts de ce domaine qui disent « Oui, mais attention, la présomption d'innocence est au fondement même de notre système, sans quoi nous ne sommes plus en démocratie. N'importe qui peut être accusé et trouvé coupable de n'importe quoi. Alors au fond, même s'ils sont décevants, ces deux jugements-là sont un peu, d'une certaine façon, la preuve de ce qu'il y a de bien dans notre système. Est-ce que ce clivage-là est réconciliable? Il y a trois aspects, je dirais, Nick. Premièrement, vous le dites vous-même, ces jugements-là sont décevants, mais décevants parce qu'on partait de la prémisse qu'ils étaient coupables. Mais est-ce que, et je ne veux pas défendre précisément ni Rozon ni Salvaille, mais est-ce que vous étiez au courant de ce qui s'est passé réellement? Est-ce que vous avez assisté au procès? Est-ce que vous avez vu les témoignages? Avez-vous eu accès à la preuve? Oui, j'étais encore moins dans la chambre ou dans la pièce de Radio-Canada lorsque les événements allégués se sont produits, effectivement. Voilà. Alors, donc, et voyez, ça, c'est ce qui m'embête un peu, pour pas dire m'emmerde dans ces affaires-là, c'est que ça devient un référendum. C'est comme un référendum ou encore un match de hockey. Ben, moi, je prends pour l'accusé, moi, je prends pour tel autre. Et dans ce cas-ci, tout le monde prenait pour les accusés, puis on peut comprendre, parce que Salvaire et Rozon ont vraiment de sales réputations. Mais entre avoir une sale réputation qui est, de ce que je comprends, méritée de toute manière-là, ces gens-là sont peut-être des merdes au sens faible ou au sens fort du terme, mais être une merde devant un tribunal, c'est pas une preuve en soi. Est-ce que dans ce cas précis, il y a eu agression? Oui ou non? Si la réponse, c'est non du fait qu'il y a un doute raisonnable, on passe à un autre appel. Si c'est oui,
on s'en va en tôle, puis on passe à d'autres choses. Donc, ça, c'est la première affaire. La deuxième affaire qui est embêtante, et là, je nuance un peu le premier volet, c'est que les crimes d'agression sexuelle sont, par définition, un peu, singuliers, dans le sens où tout est fondé sur le consentement, essentiellement, donc il y a un volet de subjectivité qui est assez fort, et il y a un problème de preuve aussi, évidemment, dans le sens où c'est pas comme voler, un paquet de gomme ballon au couche-tard devant la caméra vidéo du dépanneur en question. Ben, c'est toujours une parole contre l'autre sur un événement qui s'est produit dans l'intimité où il n'y a pas de témoin. Bon. Et on s'entend bien que ce sont des trucs très sensibles, très délicats, puis je témoigne ici, là, évidemment, de toute la sympathie aux victimes de manière générale. Là où le bas blesse, donc, c'est qu'on ne peut pas traiter ces crimes-là de la même manière que les autres crimes. Et là, il va falloir se mettre à réfléchir sérieusement. Puis moi, vous vous souviendrez, Nick, on s'est parlé cet automne, je pense même que c'est notre première émission, sur ce qui s'était passé cet été, les dénonciations sur Instagram et tout. Et je me rappelle avoir sauté un mini-câble en disant que je trouvais épouvantable que David Lametti, qui est ministre de la Justice au fédéral, et Jolin Barrette et François Legault encourageaient les victimes à les dénoncer sur Instagram. Mais c'est parce que, bande de bougres, s'ils le font, c'est justement parce que le système est considéré comme étant inapte en soi. Alors, l'est-il? Est-ce qu'il est inapte? Est-ce qu'on peut changer des choses? Là, vous avez... Mais allez-y, je vous laisse aller, je vais passer à Frédéric Lapointe après. Oui, en fait, rapidement, oui, on peut changer des choses. Il y a un rapport qui a été émis cette semaine. Il va falloir se sortir les doigts du nez et corriger les institutions plutôt que d'encourager les gens vers des dénonciations semblables sur les médias sociaux. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le tribunal spécialisé, on le fait pour la chambre de la famille, on le fait pour une chambre de la faillite. Pourquoi on le fait pas pour les crimes à saveur sexuelle? C'est la même chose. Ça existe d'ailleurs ça en Afrique du Sud. Avoir un avocat pour la victime du début jusqu'à la fin, notamment lorsqu'elle fait sa déposition, histoire de ne pas s'empêtrer dans certains trucs. Parce que les victimes sont toujours, ou les victimes alléguées, disons ça comme ça, sont toujours surprises du degré d'attachement à leur témoignage initial pendant tout le procès. Après, tu es coincé avec ça. Donc, tu veux éviter les contradictions. Un avocat pourrait lui dire, n'allez pas devant les médias, madame, n'allez pas faire comme Alice Paquette à l'époque, qui s'était contredit à quelques reprises, on s'en souvient, dans les premiers jours. J'ai eu des points de suture. Ah non, j'en ai pas eu et tout. Bien évidemment. Alors, cette jeune femme qui avait accusé le député libéral Jerry Sklavounos de l'avoir agressé, depuis, il y a eu un non-lieu ou un acquittement et... En fait, c'est pire que ça. Il n'y a même pas eu de poursuite. C'est ça. Parce que le DPCP a dit qu'il n'y a jamais eu d'acte criminel. Et le dernier exemple, et j'arrête par la suite, c'est Yann Gomeshi, on s'en souvient, où les victimes laissées à elles-mêmes s'étaient entendues entre elles, et ça a été mis en preuve par la suite. La couronne, évidemment, n'était pas au courant, donc elle l'a su en plein procès, ce qui a fait foirer la patente, plus des courriels de consentement et ainsi de suite. Alors, vous êtes en train de nous dire que dans ces deux cas-là, les victimes alléguées de M. Gomeshi et Alice Paquet, ce sont des gens qui se sont un peu tirés dans le pied pour avoir été mal conseillés, mal encadrés, c'est ça? Je le crois, puis j'ai pas de raison de ne pas croire leur version, quoique j'ai évidemment pas tous les faits en main, puis je ne suis pas juge de toute manière, mais reste que je pense que oui, ce sont deux exemples assez forts, assez patents de l'absence de conseils appropriés initialement, parce que la couronne n'est pas l'avocat des victimes. La couronne représente l'État, tout simplement. La couronne est débordée. La couronne a un million de choses à faire, ce qui est un problème aussi. Il y a un manque de ressources, ce qui fait qu'on ne peut pas encadrer la victime de A jusqu'à Z. On prend ce qui est envoyé, ce que la police nous transmet à partir d'une déposition qui a été faite. Est-ce que les policiers, d'ailleurs, sont suffisamment bien formés? Moi, je vous confirme que non, pour avoir accompagné quelques victimes ici et là. Donc, tout ça pour dire que oui, il y a des changements qui doivent être faits, opérés, qui peuvent être faits de manière très simple, sans même affecter la présomption d'innocence. Alors, bien sûr, ça fait partie des 190 recommandations de ce comité-là transpartisan de l'Assemblée nationale. Frédéric Lapointe, je me tourne vers vous pour parler un instant du côté politique et social de la chose. N'y a-t-il pas, malgré ce que dit Frédéric Bérard, une sorte de dialogue de sourds en ce moment entre ceux qui veulent changer le système et ceux qui proposent des réformes comme ce que vient de proposer, entre autres éléments, là, Frédéric Bérard, dans la mesure où ce qu'on attend, on a l'impression que ce qu'on attend plus largement, au fond, c'est une réelle remise en question de la présomption d'innocence. Enfin, quand on lit
évidemment, je ne citerai pas Martine Delvaux et des gens comme ça, parce que là, on est vraiment dans les extrêmes, mais des personnes, somme toute, plus modérées, qui appellent à la réforme. Ce qu'on propose en ce moment, ça ne changera pas le fond des choses, ça n'empêcherait pas un autre Gilbert Rozon d'être acquitté de nouveau parce que c'est sa parole contre celle de l'autre personne et le doute raisonnable ne peut pas être évacué. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut vraiment répondre aux attentes des personnes qui demandent un système où on sera plus satisfait des résultats? En effet, on peut apporter des aménagements qui améliorent les choses, qui améliorent le vécu de la victime dans le système de justice. Je pense que tout cela est pertinent, mais ça ne change pas la donne fondamentale qui est la suivante. On a un système de justice qui va laisser aller 1 million de coupables avant de condamner un innocent. Et c'est vrai en matière de meurtre, c'est vrai en matière de fraude, et c'est vrai en matière de crimes sexuels. On ne va pas, dans le système actuel, prendre une chance sur 10 000 de condamner un innocent pour être sûr d'attraper 9 999 coupables. Et cette valeur-là du système de justice, la présomption d'innocence, un degré de sophistication procédurale, ma foi, assez avancé, mais tout cela, c'est pour éviter l'erreur judiciaire dans un seul sens, et qui est celui d'éviter de condamner un innocent. Il y a des sujets sur lesquels c'est forcément plus sensible. Lorsqu'on a des survivants ou survivantes de crimes, de violences, comme des violences sexuelles, c'est plus sensible, non seulement pour ces personnes-là, mais pour toute la population. Mais la donnée fondamentale reste la même. On va innocenter 9 999 coupables avant de condamner un innocent. Alors, Frédéric Bérard, est-ce qu'on peut sortir de cette impasse? Alors là, évidemment, nous sommes 3 hommes blancs dans la 40, frôlant dangereusement la cinquantaine. On va se faire dire... On va se faire dire par je parlais de Martine Delvaux tout à l'heure, mais je lisais Manal Drissi, la jeune humoriste, et d'autres qui disent, ou même Louis T, qui disent, à partir du moment où vous rappelez l'importance des fondements de notre système de justice, vous êtes au fond quelqu'un qui se réjouit de l'acquittement de ces pourritures, et ainsi de suite. Est-ce qu'on peut vraiment améliorer le système à tel point qu'on sortirait de ce langage-là? Moi, ces commentaires-là des 3 personnes que vous venez de soulever, je vais passer outre. Oui, je prenais des personnes représentatives, mais vous comprenez qu'il y a quand même des milliers de personnes qui pensent comme ça. Mais ces personnes ont quand même une responsabilité parce qu'elles ont des micros, là. Mm-hmm. Et je vais laisser parler mon silence par rapport à cette bêtise qui me semble assez stratosphérique. Et je dirais simplement ceci. Si vous voulez vivre dans un État où la présomption d'innocence n'existe plus, moi, ça m'intéresse plus. Vraiment, on va être honnête. Pour le reste... Alors, vous déménagez comme avec M. Trump sur une île déserte? Je vais déménager au soleil, moi, parce que comme disait Aznavour, la misère, et dans ce cas-ci, la misère intellectuelle est beaucoup plus supportable au soleil. Pour le reste, il ne faudrait pas oublier que ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure, c'est que la présomption d'innocence, oui, c'est un concept qui est constitutionnalisé, oui, qui est d'une importance fondamentale, ce qui n'empêche pas qu'il pourrait y avoir des aménagements là-dessus aussi. Par exemple, on pourrait empêcher les questions de style « Quelle blouse vous portiez ce soir-là, Madame Chose, il y a 40 ans? » Ah bon? Mais est-ce que c'est pas réglé? J'avais compris qu'on ne pouvait plus aller là. C'est pas vrai? On a même essayé sur la blouse. Moi, je me souviens pas où j'ai mis mes clés, là. Ça fait 10 minutes. Alors, qu'est-ce que j'ai mis il y a 40 ans? Allez savoir. Le reste, Madame Chose, elle avait la réputation d'être une courailleuse. La juge Mélanie Hébert les a mises en garde. J'accepte pas ces questions-là, mais on affecte quand même un peu la crédibilité. Ça devrait être absolument interdit. Et pour le reste... Mais là, je vous renvoie au principe, je vous arrête un instant, aux fondamentaux du système de justice. Est-ce que si vous êtes accusé là, à tort, par exemple, d'une agression, ne voudrez-vous pas que votre avocat fasse tout ce qu'il y a moyen de faire pour montrer, y compris des choses comme celle-là? Mais c'est justement le problème, Nick Payne, c'est que c'est certainement la stratégie des avocats dans ce temps-là, mais cette stratégie-là devrait être tout simplement
interdite. Parce que, ça fait la preuve de rien. Si on n'a pas le droit de faire la preuve de la mauvaise réputation de l'accusé, on n'a certainement pas plus le droit de faire la preuve de la mauvaise réputation de la victime alléguée, à mon sens. Sauf lorsque l'accusé... Alors, expliquez-nous donc ce qui est arrivé à Éric Salvaille, qui s'est lui-même, si je comprends bien, lui-même ouvert la porte à ce qu'on amenuise, on attaque sa réputation parce qu'il a dit « Moi, je n'agresse pas les gens ». Expliquez-nous comment ça marche, cette affaire-là. C'est assez simple, en fait. Habituellement, comme je l'expliquais, tu ne peux pas faire la preuve de la mauvaise réputation d'un accusé. Parce qu'on s'entend qu'ici, disons qu'on se serait gâté dans le cas de Roson et dans le cas de Salvaille. Cela dit, Salvaille lui-même est allé jouer sur ce terrain-là en disant « Je fais pas ça, moi, agresser les gens, puis je suis pas comme ça, puis si, et ça. » Et là, l'avocat de la couronne a été excessivement vif d'esprit parce qu'il a demandé au juge, maintenant que l'accusé nous fait lui-même la preuve de ce qu'il appelle sa bonne réputation, vous nous permettrez de démontrer l'inverse, c'est-à-dire qu'il en a une mauvaise, et j'aimerais appeler 3 nouveaux témoins, là, je pense qu'ils ont témoigné par écrit dans ce cas-ci, et là, l'avocat de Salvaille, Louis Massicotte, a levé 25 pieds dans les airs en disant non, on peut pas faire ça. Et le juge, je suis désolé parce que votre client est allé sur ce terrain-là, là, on va lutter maintenant à armes égales. Et on fait venir 3 autres témoins pour expliquer que ce qu'on sait, ce qu'on a lu des dizaines de fois, que Salvaille est comme ci et comme ça, comme disait. Alors, c'est une sorte de principe d'équité. On ne peut pas aller sur la question de la réputation, sauf si elle est mise de l'avant par... Voilà. Et ça, je pense que ça a été une erreur. Et moi, je vous dirais que je pensais que Salvaille serait condamné de ce fait-là. Du fait, justement, de cette erreur qui n'est pas nécessairement l'erreur de son avocat. Cela dit, là, ça peut être l'erreur du client lui-même. Mais ça n'a pas été suffisant. C'est donc dire à quel point le plaignant n'était pas crédible aux yeux du juge, si je comprends bien. Puis là, vous voyez, ça, c'est un autre exemple. Parce que si le plaignant avait eu un avocat avec lui, personnel, pour l'aider, pour l'accompagner là-dedans, probablement que ceci aurait été mieux géré. Parce que ce que le juge avait l'air de dire, puis moi, j'étais pas là, mais j'ai lu les comptes rendus, c'était de dire, il n'est pas très crédible dans le sens où ses versions, sans changer, prennent des allures fantasmagoriques, puis il les exagère, puis il n'est pas capable de nier, il n'est pas capable d'admettre les évidences et tout. Et ça c'est venu susciter malheureusement le doute raisonnable. Et Salvaille a été très, très, très chanceux. Parce que s'il avait eu de l'autre côté un témoin peut-être un petit peu plus pondéré, je pense que c'était cuit, là. Ou peut-être savait-il qu'il faisait face à un témoin moyennement performant, on va dire ça comme ça. Mais passons à notre sujet du jour, le retour sur 2020, cette année de fou qui se déroule en 2 temps. D'abord, nous parlions tranquillement de blocage de chemin de fer par les Wet'suwet'en et autres Premières Nations, et puis toutes sortes de choses étaient sur les ronds du poil, et soudainement, éclipse médiatique totale avec la COVID-19. Mais cependant, il a continué de se passer des choses, des débats sociaux et politiques qui avaient cours avant ont été même parfois exacerbés par la crise. D'autres se sont perpétués. Alors, je pense évidemment, Frédéric Bérard parlait de ses dénonciations anonymes sur les réseaux sociaux cet été. Qu'est-ce qui a retenu votre attention hors COVID cette année? Frédéric Lapointe. Il y a des portées disparues, mais je vais commencer par ce qui n'a pas été porté disparu, et ce sont les nations autochtones au Québec. Il y a eu les barrages sur les chemins de fer, bien entendu, mais toute la discussion sur le rapport des services publics et des institutions québécoises aux nations autochtones a pris une tournure dramatique avec le décès médiatisé par la personne elle-même de Joyce Echaquan à Joliette. Et ça a emporté une ministre à Québec. Yann Lafrenière a été nommé depuis, il semble faire un bon travail. Et donc, cet événement et d'autres a consacré le maintien dans l'actualité de la question autochtone, alors que toutes sortes d'autres choses sont, si j'ose dire, portées disparues. Le Canadien de Montréal, les cabanes à sucre, le milieu culturel au complet, la discipline budgétaire est portée disparue. Là. En 2020, on pourra planter une croix et inscrire une date. Et peut-être même les discussions sérieuses ou centrales sur les changements climatiques, ça a été passablement éclipsé en 2020 par la pandémie. On parle beaucoup moins de Greta Thunberg en ce moment. Oui, j'ai entendu parler du réchauffement climatique. Dans les pays d'en haut hier, on parlait du chauffage atmosphérique.
Frédéric Bérard, vous, qu'est-ce qui a retenu votre attention, outre ce qui a retenu l'attention de tout le monde, c'est-à-dire le coronavirus? Oui, en fait, je suis content que Frédéric parle des relations avec les Autochtones. Moi, la question du racisme systémique, je pense que c'est en tout cas, un des sujets qui devrait être réglé. La mascarade caquiste là, avec cette espèce de comité bidon me semble absolument parfait. Bon, alors le groupe d'action sur le racisme, où il y avait Lionel Carman, la ministre Giraud également, et d'autres députés, qui a accouché lui aussi d'un certain nombre de recommandations, mais très concrètes, très précises, mais c'est vrai qu'on avait... Alors vous avez l'impression que c'est du manger mou? Mais non seulement c'est du manger mou, mais ce qui est rigolo, c'est que ces recommandations-là il y a une corrélation étroite avec ce qu'on appelle justement le racisme systémique. C'est qu'ils craignent de reconnaître le concept, je sais pas, probablement pour en payer un prix électoral X ou Y, parce que les Québécois vont leur sauter en pleine face. Mais essentiellement, si tu me dis que tes recommandations sont des trucs de CV, des trucs de logement et tout, mais ça, si c'est pas du racisme systémique, je me demande c'est quoi. Donc, c'est cette espèce d'hypocrisie-là qui me tue. L'affaire de l'hôpital de Joliette que Frédéric a mentionné en est un autre exemple. Ce n'est pas un cas d'espèce, on le sait bien. Donc, je pense qu'il faudra vraiment prendre le taureau par les cornes, arrêter de déconner et passer à autre chose. Il n'y a personne qui dit que les Québécois sont racistes. Revenez-en. Ce qu'on dit, c'est qu'il y a du racisme systémique, c'est tout. Il y a un système qui produit un racisme X à travers des biais inconscients. C'est pas faire le procès des Québécois, c'est reconnaître ce que toute société occidentale a en son sein et essayer de le régler. Alors, vous avez vraiment ouvert le débat. Il faut qu'on continue là-dessus, Frédéric Lapointe. De toute façon, c'est un débat qui se fait pas ou tout croche, où on s'entend pas sur les termes jusqu'ici dans ce débat-là. Le racisme systémique. Frédéric Lapointe, Bérard vient de nous dire que ce n'est pas une accusation de racisme à l'endroit des Québécois, mais il dit dans la même phrase, c'est le produit d'un certain nombre de billets inconscients. Mais alors, est-ce que ce serait pas du racisme, ça, des billets inconscients? Est-ce que c'est pas êtes-vous d'accord avec le racisme systémique ou pensez-vous que c'est une expression sur laquelle on se comprend pas, là, qui est peut-être faite pour provoquer plus que pour régler des choses? Alors, c'est certainement vu comme une cage à homards. Le gouvernement et plusieurs citoyens ont le sentiment, face à un concept qu'ils n'ont pas accouché, qui ne leur appartient pas, qu'ils vont aller là où ils ne veulent pas aller. Et parmi les choses sur lesquelles il me semble qu'il y a des désaccords importants, c'est dans les exagérations. Par exemple, lorsqu'on dit qu'à la ville de Montréal, la ville serait raciste parce qu'il n'y a pas suffisamment de minorités visibles dans la fonction publique, c'est une erreur. C'est parce qu'on ne tient pas compte à la fois de la géographie et à la fois de la durée. Mais il y a cette habitude de vouloir voir... Parce que vous dites, on connaît votre thèse, là? Dans toute différence statistique qu'on observe, alors qu'en fait, ce qui est surtout manifesté, c'est une impatience. La société n'évolue pas assez rapidement et donc on en arrive assez trop rapidement, à mon avis, à identifier le racisme comme étant la cause d'un fait qui s'explique par la géographie et la démographie. L'autre élément, c'est que bientôt, et ce débat-là... Non, mais attendez, juste une seconde, là. Chez les militants. Juste un instant, Frédéric Lapointe. Oui, allez-y. Oui, c'est parce que juste pour éclairer nos auditeurs, vous, ce que vous dites, c'est que en temps réel, si vous voulez, au fond, la sociologie des employés de la Ville de Montréal ne peut pas refléter celle qui a cours dans la rue parce que ces gens-là sont déjà à l'emploi depuis un certain nombre d'années. Il faudra quelques années pour que la couleur des employés de la Ville de Montréal reflète celle de l'homme de la rue. C'est la même chose pour les acteurs à Radio-Canada, c'est la même chose pour les postes de directeurs généraux dans les villes. Si les directeurs généraux embauchés à la Ville de Montréal sont embauchés à Québec parce que c'est la deuxième ville du Québec, non, ils ne sont pas embauchés à Montréal-Nord ou dans le Nouveau-Rosemont. Donc, il y a des choses comme ça où pointer du doigt le racisme systémique pour expliquer des choses qui s'expliquent autrement, il y a de l'abus, ça arrive. Et donc, il y a des gens qui résistent à ça, notamment parce que, et c'est normal, dans une discussion un peu juvénile sur ces faits-là, parfois, il y a des dérives et il y a des réponses et il y a des réactions. Mais l'élément probablement le plus important, c'est que dans plusieurs cercles, ces questions-là ou ces thèmes-là
servent de porte-lance pour contester y compris la légitimité de la nation québécoise et y compris la légitimité de la place centrale du français dans la vie québécoise. Ben oui. Attendez un peu. Laissez finir Frédéric Lapointe. Je vais vous passer la rondelle, Frédéric Bérard. Et donc, ces discussions-là ont cours. Elles ne sont pas portées nécessairement par des organisations comme des partis politiques, mais elles sont comprises ainsi dans la rue, dans les médias sociaux, elles sont portées ainsi dans des groupes militants. Et donc, ça donne au concept de racisme systémique un peu mauvaise presse. Frédéric Bérard, dites-moi pas que vous n'avez pas remarqué, parce que vous sursautez, cette sorte de convergence de discours et d'intérêts entre les militants antiracistes d'une part, au sens large, et une certaine mouvance qui a la propension de dire, on la connaît depuis longtemps, là, que le Québec français, c'est raciste. Ce sont des gens plus racistes que les Canadiens en général. Arrêtez, mais vous... On finit l'année en beauté, les amis. Là, arrêtez-moi ça. Alors, vous n'avez pas vu ça, vous? Mais c'est quoi ces bêtises-là? La légitimité de la nation québécoise. Qu'est-ce que c'est, ça, que la légitimité de la nation québécoise, premièrement? Le fait français, tout rattacher ça. Non, mais vous avez ce professeur-là de l'Université d'Ottawa qui ne cesse de dire les Québécois, ce sont des racistes nationalistes. Les francophones sont plus racistes que les autres. Et c'est aussi quelqu'un qui est très vocal sur le racisme systémique. Mais oui, mais c'est un cas de racisme à la con, là, ce qui s'est passé à Ottawa envers les francophones. Je ne nie pas qu'il y en a, évidemment qu'il y en a. Bon, mais vous venez de répondre à ma question positivement. Non, mais parce que là, vous instituez ça comme si, là, on s'auto-flagelle puis ils nous détestent. Puis là, ça, c'est parce qu'il y a des gens qui disent qu'il y a du racisme systémique ici. Tu sais, quand le Québec a adopté sa politique contre la discrimination raciale en 86, puis quand il a adopté sa politique sur le multiculturalisme, ben oui, imaginez donc, en 78, 79, ben, je pense qu'on pouvait concevoir la légitimité de la nation québécoise en incluant quelconque autre race, appelons ça comme ça, et en ayant comme tronc commun le fait français. Ça, c'est assez clair. Donc moi, je me sens pas du tout, mais pas du tout comme Québécois francophone, attaqué du fait qu'un Arabe a 20 fois moins de chances de se faire engager si son nom arabe apparaît sur un CV qu'à l'inverse, il s'appelle justement, je sais pas moi, Frédéric Lapointe. Moi, je trouve ça anormal. Et si on corrigeait cette situation-là, je vois pas en quoi ça affecterait ma légitimité comme Québécois ou ça affecterait la légitimité de la nation québécoise. Je n'y vois rien de ça. Et pour le reste, si vous voulez, un autre exemple qui est peut-être un peu moins anecdotique, et là, je pense qu'on sort du systémique, et c'est dommage que les médias ne parlent pas de cette thèse-là, parce qu'il y a un rapport qui vient de sortir du sociologue Paul Heath qui dit qu'il y a 32% de Québécois qui refusent, pas qui en veulent moins, qui refusent l'immigration musulmane. Refuser l'immigration musulmane, presque un Québécois sur 3. Ça, si c'est pas un cas de racisme, d'islamophobie pure, je me demande c'est quoi. Je ne dis pas que les Québécois sont islamophobes, je dis qu'il y a d'islamophobie au Québec. Est-ce que ça, c'est possible? Est-ce que c'est démontré par des chiffres, par la science? Oui. Maintenant, est-ce qu'on peut régler ça? Oui, mais Frédéric Bérard, ça sans s'auto-flageller puis s'attaquer puis dire « regardons ça comme ils nous haïssent ». Ces gens-là, et là, vous jouez la même game de l'autre bord. Vous vous auto-victimisez comme quoi c'est une attaque frontale à votre raison d'être. Et ça, moi, j'embarque pas là-dedans. Parlez-moi un instant sur la crainte, la méfiance, le refus de certaines couches, certains types d'immigration. C'est quand même pas étonnant dans les années 2010-2020 que plusieurs populations occidentales aient peur de certains types d'immigration. Il n'y a pas seulement les Québécois. Vous pensez pas que pensez pas que c'est né de rien, de nulle part, que les gens sont racistes comme par enchantement? Mais il y a une tendance, Nick, en 2020, c'est pas nécessairement de l'exacerbation de la peur de l'immigrant musulman. Si on avait fait l'émission, je sais pas moi, en décembre 2001, ce serait probablement central. Mais je dirais que cette année, la peur de l'immigration, c'est peut-être une nouveauté et pas centrale parce que en 2018-2019, on a des niveaux d'immigration qui augmentaient, on a des niveaux de départ du Québec qui diminuent et donc une augmentation de la population rapide. Mais là, je pense qu'en 2020, avec le frein qui a été posé sur la circulation de la population. En fait, on est en pause et je sens pas
personnellement de très grandes tensions sur ce sujet-là en 2020, là, pour peu qu'on se questionne là, sur le bilan de l'année. Mais là, terminons sur le système, là, le systémique. On refera le débat sur la connivence entre l'antiracisme et l'anti-québécisme primaire parfois du Canada. Bérard n'est pas d'accord avec nous là-dessus. Mais le système, là, qu'est-ce que... Frédéric Bérard, là, vous en êtes un porteur de cette expression-là, vous en êtes un défenseur. Qu'est-ce que... je comprends dans le cas des peuples autochtones, très certainement, à mon avis, il s'agit là d'un racisme, d'un système. Alors, il y a une loi, la loi fédérale sur les Indiens, qui instaure, là, pour le coup, un système discriminatoire, raciste. Les motifs de cette loi-là n'étaient pas très, très glorieux à l'origine, de toute façon. Mais sinon... Où est le système, là? Comment, vous trouvez pas qu'on confond le Québec et l'Alabama ou l'Arkansas quand on dit des choses comme ça? Ça, c'est trop facile. Ça, c'est l'argument de Bock-Côté de dire que c'est un problème américain. Non, mais c'est pas parce que Bock-Côté l'a dit. Non, mais je sais, mais évidemment qu'on est moins raciste qu'en Alabama. Ben, moi, je suis moins gros que Youpi, ça veut pas dire que je suis pas gros un peu, là, comprenez-vous? Une fois qu'on a dit ça, j'aimerais juste préciser, avant d'aller plus loin, là, je ne fais pas le procès des Québécois. Le racisme existe partout. La preuve, Doug Ford a reconnu le racisme systémique en Ontario. George Bush... Oui, mais vous comprenez que ça paraît bien, c'est bien, ça nous marque du côté des fréquentables. Bon, le racisme systémique, parfait, tout le monde est d'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et est-ce que pourquoi les gens n'auraient pas le droit de se dire, attends un peu, là, nous, on serait les architectes d'un système qui exclut... alors, on a droit à des explications là-dessus. Ben oui, en voici. Est-ce que c'est normal qu'il y ait un taux de profilage basé sur la race qui soit stratosphérique tel que reconnu par la SPVM? Est-ce que c'est normal que c'est 6, 10, 15, 20 fois plus difficile de trouver un logement si on a, par exemple, un nom à consonance arabe ou si on a une peau un peu plus foncée que la moyenne des ours? Est-ce que c'est normal que ce soit 5, 10, 15, 20 fois plus difficile de se faire rappeler en entrevue parce qu'on a un nom de ce type-là sur notre CV? Mais vous m'expliquez pas où est le système? Alors, ce serait des lois qui font en sorte... ou c'est un système, quand vous appelez ça système, vous parlez d'une culture, vous parlez de... Oui, puis je veux dire, c'est un réflexe normal. Je ne crois pas que les Québécois, ça c'est démontré par la science de toute façon, les Québécois ne sont pas plus racistes d'un point de vue systémique que quiconque. C'est pas vrai, ça. J'embarque pas dans cette affaire-là. Les problèmes existent partout ailleurs. Ah, mais là, vous savez que vous marchez côte à côte avec des gens qui, au contraire, disent qu'il y a au Québec un problème accru sur ce front-là par rapport au reste du Canada. Par association, si vous voulez jouer à ça, là, moi, je peux vous sortir des noms. OK? Bon, Frédéric Lapointe, on va laisser Bérard macérer un peu. J'ai pas lu le rapport qui a été déposé, mais si j'en crois ce que Maître Bérard en dit, on s'adresse au problème spécifiquement du logement et on s'adresse spécifiquement au problème des curriculum vitae. Ce qui tend à démontrer... Ah, mais on prône la création d'un poste de ministre de la lutte au racisme. C'est pas rien. En fait, tout ce qui reste... Qui tend à démontrer que le gouvernement peut agir sans avoir à obtempérer à un acte semble important pour bien des gens, mais qui n'a pas de conséquences concrètes, puisque les conséquences concrètes découlent de législation, découlent de mesures, et que je sache, d'ailleurs, comme Frédéric l'a bien mentionné, le Québec ne manque pas de mesures, n'en manquait pas dans le passé avant qu'on parle de racisme systémique, et n'en manque pas davantage aujourd'hui, alors que le gouvernement se refuse à le reconnaître. Alors, c'est tout le temps qu'on a, messieurs. Il faudra refaire ce débat l'année prochaine. On fera une émission complète là-dessus, 2 heures. Et je pense qu'on n'en aura pas assez. On peut faire un congrès puis faire animer la pointe, peut-être. Ouais, ben là, c'est parce que tu veux me sortir du débat. Ben oui, moi, je fais quoi? Ça va être plus facile. Alors, chers amis, Frédéric Bérard, avocat, chroniqueur au journal Métro, Frédéric Lapointe, fondateur de la Ligue d'action civique. À une prochaine. Joyeux Noël et bonne année à vous deux. Joyeuses fêtes et un bon Noël chrétien. Dans un instant, chers auditeurs, mais pourquoi pas, dans un instant, nous allons discuter avec Joseph Yvon Thériault.